Cette semaine, ce sont les deux Sébastien qui partagent leur veille technologique au sommaire de l'intelligence artificielle, capable de création, de contrôle ou d'interprétation dans des domaines aussi vastes et différents que la fusion nucléaire ou encore l'aide aux malentendants. Un voyage vers Mars en moins de 2 mois, le pourquoi et le comment, on explique ça dans cet épisode. On parlera aussi du Canada et de crypto-monnaies, d'impression 3D et de neige, ou de fournisseurs d'accès Internet qui voudraient bien que les GAFAM passent à la caisse. Bienvenue d'avance, merci de vous abonner au Techno, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, bonjour Sébastien, ça va être facile pour moi, 2 Sébastien, vous le savez, j'ai qu'à interpeller Sébastien et ce sera forcément le bon qui va réagir. Bonjour. Bonjour Sébastien, le premier, le second Sébastien va dire bonjour. Bonjour. Merci Sébastien. Oui. Il y a de la latence. Oui, c'est ça, il y a de la latence, et pourtant, c'est le moins éloigné de nos chroniqueurs par rapport au studio. On va saluer ceux qui nous ont laissé, enfin en tout cas 5 d'entre eux qui nous ont laissé des sympathiques messages sur notre dernière vidéo ou notre dernier podcast. C'était l'épisode précédent, forcément, hein, le 341. NumV2, Alain Lomers, Dumbbell, Pierre Laure, Eric Andelin et tous les autres, on vous salue évidemment. Et merci d'échanger régulièrement, de partager vos commentaires à chaque épisode, ou souvent en tout cas. Merci également, donc, je le disais en introduction, de partager ces contenus aussi dans vos différents réseaux. Vous le savez, plus on est de fous, plus on rit. On a un programme chargé, ou pas? Oui, on a un programme chargé comme chaque semaine. D'ailleurs, à ce propos, il y aura certainement un bonus comme à chaque fois qui viendra ou qui est peut-être déjà là. À vous de vérifier. Évidemment, tout dépend du moment, de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Si vous le voulez bien, on attaque avec la première lettre de notre abécédaire qui est aussi une revue de presse. Avec la lettre A comme apprentissage. Le 22 février, c'était le Learning Day, la journée de l'apprentissage et de l'apprentissage numérique pour être précis. Sébastien. Ouais. Ah, c'est celui-là. c'est celui-là. Et en fait, c'est tous les 22 février de chaque année. Donc c'était ici une date un peu spéciale pour cette année. Et donc c'est le jour, il y a les jours de tout, hein, si vous voulez. Oui. Celui-ci est intéressant parce que il nous touche particulièrement. Effectivement, c'est le jour de l'apprentissage numérique, et on retrouvait un article sur le blog de Google qui remettait un peu le truc à l'honneur. Et donc il n'y a pas réellement il n'y a pas un nouveau truc qui est sorti, il n'y a pas de nouveauté, c'est le jour 2. Mais en lisant le truc, j'ai découvert moi une ressource que je ne connaissais pas du tout, qui est le applieddigitalskills.withgoogle.com. Si vous n'avez pas compris, ce sera sur le site, hein, parce que voilà, et sur lequel on retrouve des dizaines et des dizaines de vidéos. Alors 184 que je vais sur la première page, ou dans les plus populaires, pour apprendre un peu tout et n'importe quoi en digital. Et donc c'est à chaque fois des cours de 45 minutes, 1 heure, 2 heures, donc c'est pas une petite vidéo de 2 minutes roulée sous les aisselles. C'est vraiment quelque chose d'éducatif pour essayer effectivement d'apprendre certains sujets, comme ici faire un flyer de promotion, comment créer son budget sheet avec Google, évidemment comment comprendre ton empreinte digitale que ce soit sur le WebWire, créer des quiz avec Google Forms. Et donc ils ont toute une série de trucs qui sont pas toujours que liés à Google. Il y en a une partie parce que voilà, c'est Google aussi. Je trouve ça assez assez sympathique. Et donc voilà, si vous avez l'un ou l'autre truc que vous voulez apprendre, si vous avez des soirées à perdre pour investir pour vos longues soirées d'hiver qui se terminent, c'est le moment, c'est l'instant. Je trouve que c'est assez peu à l'honneur, et c'est assez peu souvent le genre de discussion qu'on a entre collègues. Peut-être que vos collègues oui, mais les nôtres non. Alors qu'il y a plein d'outils pour faire ce genre plein d'outils éducatifs qui existent. Moi, les gamines, je les avais tapés sur iTunes University. Je trouve que c'est un des meilleurs trucs, une des meilleures applications, et qui est probablement une dont on parle moins sur tout l'environnement Apple, et où il y a plein de cours. C'est pas la seule. Mais si vous avez envie de suivre des cours de médecine, vous pensez à iTunes University, vous pouvez suivre des cours de médecine, d'anesthésie, de dentisterie, ou tout ce que vous voulez. Tout ça est accessible, pour la plupart, gratuitement.
Pour la théorie, parce que là, pour la pratique, c'est quand même c'est difficile. C'est pas difficile, mais il y a tout. Et donc, je trouve que ça, c'est effectivement pour les gens. Nous, c'est encore. Tu peux te dire que même en Belgique ou en France ou dans la francophonie, si on va un petit peu plus loin, tout le monde n'a pas forcément accès à l'université ou à des écoles supérieures. Donc ça, je trouve que c'est quand même vraiment important de pouvoir donner cet accès. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a 15 ou 20 ans, était impossible. Tu vois, donc ça, je trouve ça un des points bénéfiques du web. Oui, c'est ça. Et puis, puisque tu en parles, il faut quand même le signaler aussi. Pas mal d'universités, je pense l'ULB et l'UCL participent à ce genre de choses. Ils ont des cours dessus. Ils ont des cours qui sont accessibles tout à fait gratuitement, des MOOC qu'on peut télécharger ou qu'on peut regarder, ou même accéder à des cours en auditeur libre. Ça existe, tout existe. Il suffit de se renseigner un tout petit peu et si vous avez vraiment envie, vous allez trouver des choses intéressantes. Je mettrai juste un tout petit bémol, si tu veux bien, par rapport à ce que peut offrir, par exemple, une boîte comme Google en termes de formation. Bien souvent, quand ils expliquent, surtout pour des métiers du web, ce qu'ils expliquent en général sont des vœux que eux formulent. C'est-à-dire que faites comme ça parce que nous, ça nous arrange. En gros, c'est un peu ça l'idée. Comme par exemple, quand ils vous expliquent comment faire une vidéo pour mettre sur YouTube, par exemple, c'est leur format à eux, c'est leur conception du contenu à eux. Il faut peut-être aller chercher aussi ailleurs, chez des créateurs un peu plus indépendants que des plateformes comme celle-là. Il n'y a pas que ça, hein. Quand tu vois sur leur portail, tu vois, c'est créer un business plan, faire ton voilà, CV, comment demander à avoir quelqu'un pour avoir des références. Il y a vraiment plein de trucs et c'est assez orienté job, digital. Je trouve ça, voilà. Ça mange pas de pain, ça a dû leur coûter cher à faire. Oui, c'est ça. Mais ça, on est sur autre chose. Ici, je parle, si vous allez vous renseigner sur du contenu, de l'apprentissage, etc., il y a ce que tu expliques. Et puis, il y a plein d'autres choses offertes, soi-disant, par Google, en marketing, etc. Et quand tu regardes, c'est comment se servir de leurs outils. C'est une forme de publicité, de promotion, entre guillemets, de leurs outils et de leurs services. Donc, il faut faire un peu la part des choses et voilà. Donc, pour clôturer, je peux poser une question aux auditeurs parce que moi je connais très bien iTunes University et le truc ici. Et si vous avez d'autres sources, c'est sympa de partager dans les commentaires parce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont très intéressantes. Donc, voilà. Voilà, si vous avez vous-même trouvé une formation utile, agréable, soit par des raisons de hobby ou pour des raisons professionnelles, parce que ça peut aller jusque-là, n'hésitez pas effectivement à le partager avec l'ensemble de la communauté dans les commentaires, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur notre site lestechno.be. Est-ce que l'autre Sébastien avait un truc à rajouter par rapport à ce qui a été dit ? Oui ou non? Oui. Moi, j'ai appris quelque chose ce 22 février aussi. Donc, c'était bien le jour de l'apprentissage, puisque j'ai appris quelque chose. J'ai appris ce que c'était qu'un ambigramme. Savez-vous ce que c'est qu'un ambigramme? Peut-être depuis le 22 février, vous le savez. Donc, le 22 février 2022, c'était un palindrome, parce qu'on pouvait lire la date de gauche à droite et de droite à gauche. Mais c'était un ambigramme, parce qu'on peut également le lire de haut en bas ou de bas en haut. Si vous retournez verticalement la date, évidemment, ça dépend de la typographie, de la police de caractère, mais avec une typographie numérique, on peut la lire de bas en haut et de haut en bas. Voilà, ambigramme. Mais écoutez, si vous organisez, là je m'adresse une nouvelle fois à nos auditeurs, si vous organisez des dîners le mercredi midi par exemple, n'hésitez pas, il est libre. Excusez-moi. À la lettre C, on a, c'est pas courant, on a chasse-neige. Quand on imprime son propre chasse-neige, Sébastien, ça c'est particulier. C'est moins compliqué. J'ai toujours rêvé d'imprimer mon chasse-neige. Ben oui, c'est ça. Alors, ça s'applique peut-être pas là où nous trois vivons, mais si vous nous écoutez un tout petit peu en altitude, il y a de la neige devant chez vous, et donc vous devez souvent déneiger. La pelle, c'est bien, mais ça fait des ampoules, donc à un moment ou l'autre, vous investissez dans un chasse-neige motorisé. C'est une espèce de petit motoculteur, vous avez déjà vu ça, même si vous n'êtes pas à la montagne, qu'on pousse devant soi, il y a une espèce de roue devant qui avale la neige et qui la rejette sur le côté. Bien, il y a une société qui s'appelle Spiker Workshop, qui développe un robot chasse-neige. Donc ça se présente sous la forme... vous avez déjà vu les tondeuses automatiques, ces trucs relativement plats. C'est à peu près la même forme, la même hauteur en tout cas.
C'est un peu plus long et c'est monté sur chenille parce qu'évidemment ça doit fonctionner dans la neige. Il y a une grosse pelle avec une espèce de roue devant qui ramasse la neige et puis un tuyau d'évacuation sur le côté pour l'envoyer. Le tout est radio-télécommandé, donc je peux faire ça depuis mon living au chaud simplement avec la télécommande et faire circuler la bébête devant chez moi dans mon entrée de garage pour enlever la neige. Mais là où ça devient marrant, c'est qu'on peut l'acheter tout fait évidemment, mais on peut aussi acheter juste les plans et l'imprimer soi-même. Et c'est Xavier qui va être content, puisque Xavier est notre fan d'impression 3D. Donc vous pouvez télécharger pour quelques dizaines, centaines de dollars les schémas, je sais pas comment on appelle ça pour une imprimante 3D, mais disons les plans, et donner ça à votre imprimante et imprimer les pièces. Alors évidemment, c'est pas tout le robot qui va être imprimé d'un coup, hein. C'est une espèce de robot Ikea. Vous allez avoir des pièces qu'il faut assembler ensuite. Il y a 2-3 parties qu'on ne peut pas imprimer, les batteries évidemment, le moteur non plus, ça il faut acheter, mais le reste c'est du plastique qu'il suffit d'assembler en suivant le modèle pour avoir le petit robot. Alors c'est pas donné, enfin si on imprime soi-même ça va, on parle de $50 pour le cœur et puis avec des petits accessoires à $10-20 par-ci par-là, donc grosso modo pour une centaine de dollars on peut télécharger les plans et puis il faut l'imprimer, je sais pas combien coûte le filament, ça doit pas être donné non plus. Mais voilà, ça doit rester dans des limites raisonnables. On peut l'acheter tout fait aussi. Moi, j'ai pas d'imprimante 3D, donc si j'avais de la neige, ce qui est pas le cas, je pourrais te dire tiens, j'aimerais bien mon robot télécommandé et l'imprimer et l'acheter tout fait. Là, en revanche, ça douille parce que les prix sont en dollars, c'est entre $1,300 et $1,500 pour le robot lui-même. Il faut rajouter l'accessoire à mettre devant qui est capable d'évacuer la neige et le petit tuyau de cheminée là sur le côté qui envoie, donc ça rajoute encore quelques centaines de dollars, donc on est quand même à plus de $2,000. Enfin, tu vas me dire, d'un autre côté, c'est le prix d'une tortue pour tondre la pelouse, c'est dans ces eaux-là aussi, donc pourquoi pas. D'un autre côté, la sécurité n'a pas de prix et nous sommes responsables, quand on est propriétaire de sa maison, de l'état du trottoir pour faciliter le passage des piétons, par exemple. Donc, c'est pas tout bête. J'ai vu qu'il y avait aussi une option épandage, c'est-à-dire qu'elle est capable de tracter une petite épandeuse pour passer du sel après, hein, sur le passage. Ça fait la joie des enfants aussi, apparemment. Donc, c'est rigolo comme tout. Et ça peut supporter jusqu'à 150 kilos. Dans la vidéo que vous trouverez dans les liens du podcast, vous verrez, il y a un monsieur qui s'assied dessus dedans et il continue de rouler jusqu'à 150 kilos. Donc ça me laisse encore un peu de marge. J'ai de l'espoir. Je voulais remercier Thierry qui a partagé la news. Notre Thierry, notre chroniqueur Thierry, notre monsieur Van Life, c'est lui qui a trouvé cette news-là. Et je me suis permis de vous la rapporter aujourd'hui. Moi je trouve ça à la fois rigolo et en même temps, si il y a bien des aspirateurs pour la maison, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de chasse-neige? Je sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien. Non? Écoute, moi je prends. Mais par contre, à imprimer, je suis pas sûr parce que je sais pas combien de semaines il va falloir imprimer le truc. Je suis pas chaud. Attends, c'est une déneigeuse, mais tu peux commencer à l'imprimer en été, hein. T'es pas obligé d'attendre le dernier moment. Tu peux y aller franchement, quoi. Tu as vu la taille du truc? C'est un gros bazar, c'est un gros bébé. Il y a quand même un mec qui s'assied dessus et il y a encore de la place. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc les pièces comme les chenilles, par exemple, parce que c'est un engin chenille. Si j'ai bien compris, ça s'imprime, et ça s'assemble. Tout s'imprime et tout s'assemble, voilà. Donc le moteur et la batterie. Ouais. Bah, j'imagine que le moteur, il faut quand même un peu de puissance parce que, il faut entraîner tout l'engin, puis la batterie. Ça serait cool de pouvoir imprimer des batteries. Oui. N'importe quoi. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous, par exemple, simplement déjà sans penser à l'imprimer soi-même, si vous iriez vers ce genre d'accessoire. Il faut avoir de la surface à déneiger, évidemment, ou être très technophile, ou ne pas aimer du tout ne pas aimer tout la neige ou tout en même temps. Donc voilà. Passons à la suite. À la lettre C, nous avons crypto comme crypto-monnaie, évidemment, sans doute. Le Canada, terre de liberté ou de répression, ça dépend un petit peu d'où on se place, évidemment. Contre la crypto-monnaie, Sébastien, l'autre Sébastien, une fois de plus, va prendre la parole. Ouais, je vais la prendre. Et je vais te la rendre après, mais je vais la prendre. Oui, bien sûr. Donc oui, ici c'est sur base d'un fonds
manifestation, il y a un fait qui vient d'arriver effectivement il y a quelques jours au Canada et qui est une des premières dans les pays occidentaux. C'est parce que Chine ou autre, on a déjà eu pas mal de bannissements de crypto dans tous les sens, mais ici c'est le Canada qui s'est dit pour pouvoir atteindre le but de casser la manifestation, je vais bloquer des adresses, non seulement des comptes en banque. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver, ça arrive très facilement en Europe, en Belgique, vous pouvez avoir votre compte en banque qui est fermé comme ça parce que voilà, il est bloqué et puis à vous de le débloquer. Ça peut arriver, ça arrive à plein de gens tous les jours en Europe, mais des comptes en crypto c'est un petit peu plus rare. Donc ici effectivement ils ont bloqué, ils savent pas bloquer l'adresse, ils savent pas bloquer le compte en tant que tel parce que elle n'est pas sous le contrôle d'une autorité. Par contre, ils peuvent bloquer tous les échanges qui pourraient envoyer des comptes, de l'argent vers ces portefeuilles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils se sont donné le droit et ils ont demandé à tous les échanges qui avaient pignon sur rue au Canada de bloquer toute une série d'adresses pour empêcher les transferts de fonds. Donc, voilà, c'est une première. Je suis pas spécialement fan du principe, parce qu'à la base, effectivement, tout ce qui est crypto un des buts était de pouvoir se libérer du modèle classique de finance et de liaison avec le gouvernement, en tout cas, donc avoir une certaine liberté. Et ici, on voit qu'en final, ça revient sur des échanges qui sont tout à fait classiques, et que du coup, ça donne un pouvoir vis-à-vis de l'autorité classique de bloquer les transactions. Bon, a priori, c'est pas anormal qu'un gouvernement puisse bloquer les transactions. Sur le fond, sur la manière, voilà, c'est assez mal accepté dans la communauté crypto, en tout cas, que le Canada se dise je me donne le droit de bloquer des adresses et des transactions vers certaines adresses. Voilà. L'opinion de l'autre, Sébastien, sur ce sujet, peut-être ou pas, c'est comme tu veux. C'est que je me positionnerai pas sur la partie politique de la décision, mais ça montre exactement la limite de la crypto, où on pensait que c'était un système indépendant, et finalement, non, il est contrôlé, régulé, et il le sera de plus en plus. Donc, c'est peut-être un signal pour les crypto-monnayeurs que finalement, ils n'ont pas la liberté qu'ils attendaient nécessairement. En tout cas, ils l'auront pas partout. On voit ce qui se passe également en Chine ou en Corée par rapport aux cryptos. Et puis même, avis de nouveau, en ce qui me concerne, je serais tenté de dire oui, c'est un objet, la crypto-monnaie, c'est peut-être conçu autour d'un aspect de liberté, etc. Mais quelle liberté octroyer aux ennemis de la liberté? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Voilà. Je vous laisse avec ça, vous avez 2 heures. Que dire de plus? Voilà, j'ai pas. Mais je défends absolument pas. Moi, après le fond, qui, quoi, qu'est-ce, c'est pas ma question. C'est la première fois qu'un pays occidental met ça sur le tapis. Donc, d'une certaine manière, c'est une reconnaissance, et en même temps, c'est une reconnaissance que, voilà quoi, tu vois. C'est les deux côtés, c'est gênant et c'est une reconnaissance. C'est un vaste débat qu'on pourrait avoir à l'occasion, mais peut-être dans d'autres circonstances. Et il se dit tellement de choses autour des crypto-monnaies, autour des NFT aujourd'hui. Voilà, tout ça se mélange un petit peu dans l'esprit de tout le monde. Et donc ça crée aussi peut-être aussi de temps en temps des confusions. Je pense qu'on n'est pas libre de tout faire. Et tout dépend dans quelles conditions on les fait. Enfin voilà, mais tout ça. Chacun est libre d'avoir son opinion sur le sujet. Ça, c'est encore une liberté qu'on a, donc autant en profiter. Si je peux, dans la liberté en Europe pour le moment, c'est plutôt, tu as surtout une liberté d'acheter des cryptos. Par contre, pour leur vendre en Belgique, depuis quelques semaines, les banques ont plutôt tendance à refuser les fonds venant de crypto, ils disent on sait pas trop d'où ça vient, et donc tu as acheté des bitcoins il y a 10 ans, tu leur vends, ils disent ouais mais pas très sûr, tu peux justifier. Donc effectivement voilà, il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Je pense que l'année sera très intéressante.
Oui, enfin, si on sort même du monde des cryptos, on a déjà parlé ici, me semble-t-il, mais je pense qu'on en avait parlé avec l'autre Sébastien. C'était le troisième. Entre autres, oui, peut-être. Mais cette difficulté qu'on avait, par exemple, à se faire payer son salaire sur un compte à l'étranger, par exemple, sur l'IBAN d'une néobanque. C'est encore compliqué à l'heure actuelle de pouvoir se faire verser de l'argent sur ces comptes-là. Mais là, on est en dehors du contexte. On est dans l'idée de liberté et d'argent, mais c'est en dehors du contexte expliqué ici et du Bitcoin. Là aussi, je me tourne vers les auditeurs, comme toujours, et comme tous nos sujets d'ailleurs, il y a matière toujours sans doute à en débattre ou à partager des opinions, donc n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de liberté et de partager, ne nous collez pas pour autant qu'une seule étoile. Je le dis en passant parce qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, n'aime pas une marque de drone et qui, pour nous le dire, nous a collé une étoile sur une plateforme de podcast. Voilà, c'était sa manière de manifester son mécontentement. On n'est pas responsable des gens qui fabriquent des drones. Faut être très clair. Mais on en a parlé. Mais on en a parlé. Je suis désolé, mais je continuerai à en parler, même si vous me mettez qu'une étoile ou pas du tout d'étoile d'ailleurs. Je fais ce que je veux. On est à la lettre F comme fusion et intelligence artificielle aussi au passage. J'essaye de retrouver ma conduite. Je suis un peu perdu. Fusion, Sébastien, quand une intelligence artificielle contrôle justement la fusion, c'est le résultat d'une recherche de Google, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, connaissez-vous la différence entre la fission nucléaire et la fusion nucléaire en 2 minutes? Fission nucléaire, c'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires aujourd'hui et que fonctionne la bombe atomique malheureusement. Mais on a des atomes extrêmement instables, de l'uranium par exemple, on les bombarde avec des neutrons. Le petit neutron, il fait éclater l'atome qui se divise en plus petites particules. En ce faisant, il lâche énormément d'énergie. On utilise cette énergie pour chauffer de l'eau et donc faire tourner des turbines et générer de l'électricité. Il lâche aussi d'autres neutrons qui vont eux-mêmes aller bombarder les petits atomes à côté, et donc ça provoque une réaction en chaîne que pour contrôler d'ailleurs dans les centrales nucléaires, on injecte des barres de je sais plus quel métal qui absorbent ces neutrons pour ralentir cette activité en chaîne. C'est un peu comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Une fois que le premier atome d'uranium a explosé, il fait exploser tous les autres. Ça, c'est la fission nucléaire, c'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires. Problème, c'est que le résidu après l'explosion des atomes d'uranium, il faut le stocker quelque part. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les déchets nucléaires et donc tout le débat qu'il y a autour des centrales nucléaires pour le moment. Quelle serait l'alternative? L'alternative serait de faire l'inverse, plutôt de faire exploser les atomes, on les ferait fusionner entre eux parce que c'est exactement ce qui se passe dans les étoiles, dans notre Soleil. Sous certaines conditions de chaleur, certains atomes, je dois prendre mes notes pour ça, des atomes de deutérium et de tritium peuvent fusionner. C'est-à-dire 2 atomes qui n'en font plus qu'un, avec une caractéristique amusante, c'est que la masse produite est plus petite que la somme des masses des 2 atomes à l'origine. Donc vous avez 1 et 2, 1 plus 2, vous attendez à ce que ça fasse 3, ben non, ça fait pas 3, ça fait 2. Et donc comme il y a un excédent, cet excédent il doit être libéré d'une façon ou d'une autre, et il est libéré comment? Tadam, sous forme de énergie, et on utilise cette énergie là aussi pour chauffer de l'eau, etc. Mais pour que cette fusion se fasse, il faut que ça se fasse dans des conditions extrêmement spéciales de température, et donc pour le moment ça se fait dans des plasmas, un liquide particulier qu'on peut élever à des degrés extrêmement élevés, et tout le problème c'est de faire tenir ce plasma dans un container, dans le réacteur nucléaire en quelque sorte. Donc pour le moment les plasmas, on essaye de les faire tenir par lévitation magnétique, parce que le plasma il peut pas toucher les bords du container dans lequel il est, donc il faut faire tenir ces masses de plasma dans un container, il faut le faire centrer, ça peut bouger, c'est un liquide / gaz, donc c'est pas fixe. Non. Je m'inscris en faux, j'attendais que tu termines ton exposé. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière. C'est pas liquide, c'est pas un gaz, c'est un plasma. Ouais, voilà. Et donc comment est-ce qu'on le maintient en position, où on le fait bouger de position? On le fait bouger par des champs électromagnétiques. Donc autour de la cuve, on met des aimants, puis
on utilise de l'électricité pour changer le champ électromagnétique, pour attirer le plasma un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Et je sais que je bouge de mon micro, mais c'est fait exprès, c'est pour donner l'impression à ceux qui ne voient pas que le plasma bouge. Le contrôle du plasma se fait par du logiciel. Donc on écrit du code qui va détecter les positions et des tas de données sur la position du plasma, la forme qu'il a, pour ainsi agir sur les aimants et sur les courants qu'on va envoyer à ces aimants pour générer le champ électromagnétique. Problème, en fonction des caractéristiques de la cuve, la caractéristique des aimants, ce code logiciel doit être réécrit pour chaque cuve, pour chaque future centrale, pour chaque appareil, il faudrait redévelopper le code quasiment de zéro, parce que la plus petite variation dans les tailles des aimants, dans les champs électromagnétiques, ont une influence et il faut un grand degré de précision. Et donc des chercheurs se sont dit, plutôt que de coder ce système de contrôle du plasma à partir de zéro, pourquoi est-ce qu'on n'entraînerait pas une intelligence artificielle qui va apprendre de plasma existant et de systèmes existants, à apprendre quel est le bon comportement en termes de contrôle de plasma à avoir, et ainsi répliquer le contrôle sur base de ce qu'elle a appris. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'il ne faut plus développer ce logiciel à partir de zéro pour chaque cuve ou pour chaque ensemble cuve, plasma, aimant, mais qu'il suffit, avec des gros guillemets, de réentraîner un nouveau modèle en fonction des caractéristiques du système vers lequel on veut le déployer, et ainsi pouvoir répéter à l'infini ce genre de logiciel de contrôle. Et c'est exactement ce qu'ont fait des chercheurs de chez Google. Alors ils n'ont pas pu le faire avec une vraie cuve pour entraîner le modèle. Vous savez qu'en intelligence artificielle, d'abord j'aime répéter, je le répète ici, ce n'est ni intelligent ni artificiel. C'est pas une intelligence toute seule, c'est des stats, c'est des maths, et c'est pas artificiel, il y a des gens fait. Donc, ils ont développé un système. Ils ont d'abord développé un simulateur de cuve, un simulateur de plasma, pour pouvoir générer des données sans avoir la lourdeur d'un vrai appareil, réacteur à devoir manipuler. Donc, ils ont généré un système suffisamment parfait en termes de simulation qui génère des données comme si c'était un vrai réacteur. Ils ont donné ces données à un système d'entraînement de l'intelligence artificielle en utilisant une combinaison d'entraînement par renforcement et de deep network, de deep neural network, comme on le fait dans la reconnaissance des images, etc. Classique pour de l'apprentissage. Ce qui est moins classique, c'est l'apprentissage par renforcement. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre épisode du podcast, mais l'idée de l'apprentissage par renforcement, c'est de donner une petite fonction, au sens mathématique de fonction, au modèle, et quand les paramètres changent, la fonction est appelée, et la fonction renvoie des bons points ou des mauvais points, pour dire c'était bien ou c'était pas bien. Et donc si on fait ça des milliers, des millions de fois sur des milliers et des millions de paramètres, le système va apprendre, comme un chien de Pavlov, va apprendre quels sont les bons comportements, donc quels sont les bons outputs à donner, ou quels sont les mauvais comportements, parce qu'il y aura eu un renforcement positif ou négatif. J'espère que vous me suivez toujours. Oui. Et donc la combinaison de ce modèle par renforcement du simulateur de réacteur a donné un modèle qu'ils ont d'abord testé sur le simulateur, puisqu'ils ont un simulateur, pour voir est-ce que le modèle est capable de contrôler le système dans le simulateur. La réponse était oui, et donc ils l'ont transposé sur un vrai réacteur pour voir si ça marchait aussi. Des réacteurs de taille de laboratoire, on ne parle pas de centrales nucléaires. D'ailleurs, ça n'existe pas encore, des centrales nucléaires de fusion. Et donc ils ont réussi à entraîner cette intelligence artificielle pour contrôler le plasma dans un réacteur à fusion nucléaire, avec encore une petite astuce, c'est amener le plasma à température et au bon endroit, ça reste relativement compliqué, trop compliqué pour l'intelligence artificielle. Donc là, ils utilisent le système logiciel traditionnel pour démarrer le système, mais une fois que le plasma est en position, ils transfèrent le contrôle à l'intelligence artificielle qui arrive à le maintenir, à le transformer exactement comme il faut pour que la fusion nucléaire puisse se dérouler sans problème. Voilà, en 2 minutes, j'espère avoir expliqué fission nucléaire, fusion nucléaire et renforcement positif. Il y avait 2 erreurs, c'était le plasma, c'est vrai, et la deuxième erreur, c'est 7 minutes 42 en fait, il faut le savoir. Mais ceci étant dit, cela étant dit, j'admire la performance, je pense que l'autre Sébastien va me rejoindre là-dessus, parce que c'était limpide, factuel, carré, machin, etc. Pas un Canadien. Pas une crypto-monnaie. C'était, je sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien, un avis sur la question. Je suis tout en fusion.
c'est ça. J'imagine Sébastien dire je m'inscris en faux. On a dit beaucoup de choses sur la fusion, mais voilà. Mais c'est moi, je trouve ça. Si vous aimez ce genre de récit, j'ai essayé de retrouver dans ma mémoire, mais Google m'a aidé beaucoup plus. Un bouquin sur des algorithmes assez similaires, c'est les algorithmes génétiques, qui sont assez géniaux dans le principe, et on en parle très très peu, alors que je trouve ça finalement beaucoup plus intéressant comme concept. Bon voilà, on peut en débattre, on va pas le faire aujourd'hui. Et donc, rechercher dans les bouquins d'algorithmes génétiques un bouquin qui a été écrit par David Goldberg. C'est un bouquin qui a un certain nombre d'années, mais c'est un bouquin de tech qui se lit presque de la première à la dernière page comme un roman. Tellement le truc est prenant. C'est pas un manuel où on t'apprend un truc, c'est vraiment ce bouquin exceptionnel à l'époque. Mission pour l'autre, Sébastien, tu te procures le bouquin, tu nous en fais un résumé en 3 minutes et tu nous expliques ça va être juste parfait, c'était un plaisir. C'est génial. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien? Une toute petite chose, en 15 secondes, je voulais citer mes sources. L'article facile à comprendre, relativement court, est publié sur Ars Technica, qui est décidément une bonne source pour nous. J'entendais Benoît en parler la semaine passée dans l'épisode podcast également. Et dans cet article-là, il y a le lien sur l'article scientifique, le papier scientifique qui a été publié. Là, j'avoue que j'ai pas tout compris. Mais ça a été publié dans la revue Nature. En tout cas, magnifique travail de simplification, Sébastien, merci beaucoup, et on fera de gros efforts pour essayer d'être à la hauteur technique au niveau du son la prochaine fois. On fait des trucs fantastiques en fusion nucléaire, mais on est foutu d'avoir un son correct, si c'est pas possible cette histoire-là. Non mais c'est vrai. Passons à la suite. La lettre G, G comme génie. Une étudiante crée une autre intelligence artificielle, et celle-ci pour traduire le langage des signes. Et il me semble qu'on avait déjà évoqué cette news il y a quelques temps, mais il y a eu un complément d'information. Qui c'est qui en parle? Sébastien. Écoute, si on en a parlé, moi je l'ai complètement raté. Et puis c'est une gentille petite indienne, je pense, ça allait. Et alors la petite dame s'appelle. Il n'y a pas de petite dame. Ah si. Non, si c'est une petite dame. Ah, elle est petite. Elle n'a pas l'air très grande sur la photo, oui. D'accord, ok. Oui, enfin sur la vidéo, parce qu'on peut voir le truc sur GitHub. Et donc c'est Priyanti. Ouais, je sais pas. Gupta. On va dire Gupta, c'est facile. Ça, c'est le plus. Je sais pas si c'est son prénom. C'est toujours très compliqué avec Priyanjali Gupta. Oui, voilà. Tu sais jamais quel est le prénom. Mais peu importe. Oui, non, voilà. Et donc, c'est une student en informatique. Et dans le cadre de ses études, elle s'est dit, bah tiens, moi je fais un projet et ici, le truc que je fais, c'est une IA, mais en fait, elle a utilisé un modèle pour entraîner un algo pour pouvoir reconnaître une série de signes, et le tout, comme elle était contente que ça marchait bien, elle l'a publié sur GitHub, sur LinkedIn, et ça a fait pas mal de foin sur les réseaux sociaux. Ça a bien tourné parce qu'effectivement le truc est positif, c'est sympa de pouvoir reconnaître les langues des signes quand toi tu ne comprends rien et que le mec en face de toi essaye de te parler. Tu te dis voilà, c'est toujours bon. Alors malheureusement il faut savoir que la langue des signes c'est pas un langage universel, donc c'est déjà pas gagné. La langue des signes pour un Américain n'est pas du tout la même chose que pour un Français, donc ils se comprennent pas. Donc là déjà c'est pas aussi facile à comprendre. Ici, c'est basé sur la langue de signes américaine et vers une traduction sur l'anglais, et c'est très relatif parce que en fait, son modèle, il comprend 6 mots. C'est hello, I love you, thank you, please, yes et no. Et donc effectivement, m'entraîner un modèle qui te donne juste ça, finalement, apprendre ces 6-là pour nous, c'est facile. Parce que pas. Donc maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut effectivement entraîner un modèle pour aller
Oui, il y a des milliers de mots à faire apprendre, et là ce sera beaucoup plus compliqué, parce que quand tu regardes la démo, hein, il y a une petite vidéo d'une 32 secondes qui montre effectivement une vidéo qu'elle a faite avec la reconnaissance, et tu vois que pour chaque geste qu'elle fait, tu as le pourcentage de confidence sur ce que effectivement l'algorithme pense avoir trouvé. Si tu prends le geste merci, elle tourne autour des 66-70% maximum en tirant fort, donc c'est pas mal. Il a retrouvé le merci, mais c'est parce qu'il y a que 6 trucs qu'il pouvait trouver. Donc si effectivement tu commences à élargir très très fort et que tu as de la subtilité sur un doigt, ce ne sera pas forcément aussi facile que ça. Bon voilà, ce sera toujours mieux. Après, il faut voir quelle est la... capté. Je réfléchissais pendant que tu expliquais, parce qu'on voit bien l'idée. L'idée est très positive. Maintenant, très positive et assez simple. Oui. Mais à quoi ça va servir ? C'est ça la question que je me pose, parce que on s'adresse. Enfin, le langage des signes, c'est quand même un outil pour communiquer avec des malentendants. Des muets. Et des muets. Ou des muets avec des malentendants, enfin je veux dire les deux. Oui. Voilà. Oui, mais c'est pas des non-voyants ou des, tu vois, il y a pas de derrière après. Non, mais toi tu peux le récapter. C'est vrai. Ça pourrait être de la translation, de la traduction automatique. Quelqu'un parle devant toi et en surimpression, en réalité augmentée dans tes lunettes, tu vois ce que les personnes veulent te dire. Ok, je prends. Ça, c'est le cas d'utilisation. Moi, ce qui m'épate, c'est que, je vous pique la parole, c'est une étudiante en informatique, et donc ça montre la puissance de ces frameworks d'apprentissage de machine que sont PyTorch ou TensorFlow, c'est celui qu'elle a utilisé ici, celui de Facebook, si je ne dis pas de bêtises, TensorFlow, je confonds toujours les deux, mais enfin bon, peu importe, ça montre qu'avec une centaine de lignes de code Python et ces modèles, pas ces modèles existants, mais ces frameworks existants, un étudiant ou une étudiante en informatique peut arriver à faire des choses quand même relativement complexes, hors de portée de professionnels il y a encore une dizaine d'années. Sur la remarque que tu avais, Seb, que ça soit que 6 signes pour l'algorithme, qui est 6 signes ou un millier, ça doit pas être très très différent. Ça dépend surtout de l'entraînement et du dataset qu'elle a utilisé pour l'entraîner, et puis de la patience qu'il faut pour faire cet entraînement, puisque je rappelle, l'entraînement est manuel, hein. Il faut annoter, prendre une collection d'images et annoter ces images en disant voilà, la main elle est dans tel carré, et ça veut dire ça. Et donc il y a ce travail manuel à faire qui peut être outsourcé en crowdsourcing, pour parler franglais, qui peut être délégué à une communauté de gens qui vont chacun annoter des images de leur côté. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les transitions de quelqu'un qui parlerait rapidement, je m'entends avec, moi je m'entends, qui s'exprime rapidement en enchaînant les signes, parce qu'ici elle faisait des signes bien distincts, un signe et puis l'autre, etc. Quid quand on les enchaîne, qu'on garde pas la position suffisamment longtemps pour que là ça sera plus difficile à avoir un résultat dans la vie réelle. C'est un point de départ, hein, rappelons-le. Bien sûr, c'est un travail d'étudiant remarquable. Alors, ce que tu viens de dire, Sébastien, ce que tu viens de dire avec la main était vraiment très vulgaire. Parce qu'on ne voit pas, mais pendant qu'il parlait, Sébastien essayait de montrer quelques trucs en langue des signes, et honnêtement, j'oserais pas vous traduire parce que ça s'adressait pas à nous, c'était à quelqu'un, c'était pour quelqu'un d'autre. C'était pour être démonétisé là. Non, c'était pour un type de c'est plus à l'est. Mais voilà, beaucoup de machine learning aussi derrière, j'imagine. Il a fallu apprendre à cette intelligence ce qu'était le signe. J'imagine que elle a beaucoup gesticulé elle-même devant la machine pour faire comprendre. Je me posais d'ailleurs la question de savoir si justement la manière dont elle avait mis de la couleur sur ses ongles avait de l'importance. Est-ce que l'intelligence artificielle a besoin de voir un doigt peint en noir, l'autre en blanc, l'autre en... Enfin, j'en sais rien, hein, je pose la question. C'est peut-être. Hein, ça pourrait avoir une influence. Je cherche sur son GitHub le dataset. Pas en même temps, les gars. On comprend rien du tout. Un à la fois. Un Sébastien à la fois. Donc, c'est celui de droite. Celui avec le pull. On a tous un pull. Celui avec la barbe. Merde, ils ont tous les deux une barbe. Celui avec les lunettes. Celui avec sa main et ses lunettes.
dans le GitHub, il y a le dataset qu'elle a utilisé et il y a quoi, une vingtaine de fichiers. Donc elle a entraîné ça avec vraiment un minimum de photos. Il y a toutes les photos et XML correspondant à chaque fois. D'accord. Dans un des répertoires du GitHub. Alors je peux pas les compter comme ça, mais oui, il doit y avoir 20 fichiers maximum. Donc il n'y a pas beaucoup de données d'entraînement, ce qui prouve aussi, enfin ça rejoint ce que tu disais 66% de confiance sur certains résultats. Je suis certain qu'avec beaucoup plus de données, si on faisait une centaine de photos par signe, on arriverait déjà à des résultats nettement plus satisfaisants. Ok, Sébastien, qui voulait absolument... Oui. Le problème, comme ça reste quelque chose que tu ne contrôles pas, tu ne sais jamais ce qu'a reconnu réellement l'algorithme derrière. Donc si ça tombe, et effectivement, il y avait toute une histoire avec les chars que j'enjoins à rechercher sur Internet. Oui, ils avaient entraîné une intelligence à reconnaître des chars sur une photo, et finalement, le truc avait reconnu... Il retrouvait les photos avec le char, et puis on en a mis un... Je pense que c'était ça, hein, sinon... vaguement, et puis en fait, après, quand tu as mis une autre photo, il l'a pas reconnu, parce qu'en fait, là, c'était pas la bonne saison, où il y avait des sapins et un autre truc, et en fait, il l'avait pas reconnu du tout, le char. C'était les chars dans la neige et les chars dans la boue, c'était pas le même, il le reconnaissait plus, c'est ça. Donc, voilà. Parce que c'est pas ce qu'il cherchait pas le char. Ben oui, donc tu sais pas trop toujours si ça tombe ici, il a reconnu la fille qui souriait sur quelque chose, tu vois, il a dit elle voulait dire merci. Oui, non, on voit bien les carrés sur la vidéo, hein, je sais on est bien d'accord. On est bien d'accord, mais d'un autre côté, si elle a la même expression faciale chaque fois qu'elle fait un geste en particulier, l'intelligence artificielle peut se tromper et interpréter. Peut-être le cadre il va autour de la main parce que c'est ce qui bouge dans l'image, mais de l'autre côté, il consulte l'ensemble de l'image. Donc voilà, si elle tire la langue chaque fois qu'elle dit merci, non. Dans l'entraînement, en fait, si on va regarder les données d'entraînement, il y a la photo et puis il y a un fichier XML qui décrit l'annotation. Et donc dans l'annotation, il y a la signification du signe, I love you, merci, etc. Il y a aussi le cadre de la partie d'image qu'il faut considérer. Donc c'est pas la totalité de l'image qui est considérée, c'est un subset, un sous-ensemble qui est défini par des bounding box, comme on dit en anglais, par un rectangle. Donc non, sa tête n'est pas prise en compte, sauf si elle met évidemment sa main devant sa tête. Oui, c'est ça. Voilà. ça, c'est un autre problème. Non, il fallait challenger cette info. Donc ce qui est le cas pour dire merci. Et voilà, ce qui est le cas pour dire merci. Voilà. On peut dire merci. En même temps, merci, c'est pas très long à écrire. Je vais continuer à challenger l'idée. Donc, non, c'est fantastique, c'est un super beau début, et je suis sûr que d'ici très très peu de temps, on l'aura sous forme d'application pour son smartphone, et tout le monde sera blasé et dira c'est simple, machin, etc. Mais bien sûr, j'ai ça dans mon smartphone, c'est gratuit, machin, etc. Voilà, c'est comme ça le monde. Le monde évolue comme ça, il évolue pas bien, mais il évolue. On est à la lettre M, on a fait un petit bond entre G et M quand même, voilà. M comme Mars, voilà, on va parler chocolat. Non, on va parler d'aller sur Mars en 45 jours. Donc atteindre Mars en 45 jours avec de la technologie, et on se tourne vers notre docteur Sébastien qui va nous expliquer comment qu'on fait donc. C'est marrant que tu parles de chocolat, parce que mon premier titre dans la conduite était Un Mars et ça repart. Je me suis dit non, je vais pas reformuler quand même. Voilà, comme nous sommes tous influencés par la pub. 6 mois, c'est le temps qu'il faut pour Elon Musk, qui prédit avec son système de fusée pour aller sur Mars. La NASA veut mettre en place un système pour y aller en 45 jours. Alors, pourquoi 45 jours ? Enfin, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça diminue la durée du voyage, ça diminue le risque des expositions, etc. Mais donc, la question, c'est comment propulser un engin suffisamment rapidement pour y arriver. Et c'est là que ça devient intéressant, et je crois que c'est Xavier qui a trouvé la news, et je l'en remercie. Il compte utiliser un laser. Et quand j'ai vu la news, je me suis dit, comment est-ce qu'un laser peut pousser une fusée ? Et l'idée, c'est d'envoyer un système de propulsion dans l'espace avec un lanceur traditionnel, une fusée, avec une charge utile à envoyer sur Mars. Et une fois que ce truc-là est déployé en orbite, il sortirait une espèce de parabole gonflable qui va réceptionner un faisceau laser qui vient de la Terre, un faisceau laser extrêmement puissant. On parle d'un truc de 10 mètres de diamètre, donc
quand même un gros faisceau laser, qui serait donc réceptionné par cette parabole. Et vous savez que, si vous avez fait un peu de physique, que la parabole a cette caractéristique, elle renvoie toutes les ondes qui sont reçues sur la parabole sur un point focal. C'est comme ça que les paraboles satellites fonctionnent pour recevoir les signaux satellites. Et donc là, l'énergie du laser serait concentrée sur un point qui chaufferait un gaz particulier qui s'appelle du propergol. J'ai plus le truc devant moi. Enfin, bref. Le propergol. Qui donc réchauffe ce gaz-là et qui ferait la réaction chimique qui permet donc de démarrer la propulsion du système. Système qui pourrait aller jusqu'à 17 km par seconde, qui est la vitesse qui permettrait d'arriver à Mars en 45 jours, donc en moins de 2 mois. Alors il y a l'article de Science et Vie qui est assez détaillé. Il y avait un autre article qui était un peu plus facile à lire et à consommer. Et là, le journaliste disait oui, mais il y a quand même un petit problème. C'est quand on arrive sur Mars, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien d'arriver à 17 km/s, mais il faut se ralentir, sinon le truc va s'écraser lourdement sur Comment on freine? Idéalement, il faudrait le même laser sur Mars pour envoyer de l'énergie pour pouvoir allumer un moteur qui ferait la poussée inverse et donc ralentir le système, ou embarquer un peu plus de charge pour embarquer un moteur et du carburant plus traditionnel qui s'allumerait une fois qu'on arrive en grande banlieue de Mars pour ralentir le système. Apparemment, ce problème-là n'est pas encore résolu et donc on n'est pas encore prêt de voir une machine partir poussée par un rayon laser. Mais je trouvais intéressant de cette réflexion de dire on peut utiliser l'énergie d'un laser envoyé depuis la Terre pour lancer un système suffisamment loin dans l'espace et fournir suffisamment d'énergie que pour pousser ce petit machin à 17 km/s. Juste une définition pour le propergol, c'est pas un combustible, hein, c'est un produit de propulsion qui est composé de comburant et de combustible. Voilà pour la précision. J'ai vu un doigt se lever. C'est vous là au fond de la classe. J'ai quand même une question, peut-être stupide, mais tu mets un laser comme ça de cette puissance sur Terre pour envoyer ça vers... déjà, il faut la puissance, hein. Oui, parce que on va construire combien de centrales nucléaires pour le faire tourner, ton laser? C'est l'équivalent de 80 000 ménages, donc maisons, pendant je sais plus combien de temps. Oui, ça consomme, ça bouffe un peu d'électricité. Ça bouffe un peu, ouais. C'est ça. Donc, j'espère qu'ils tournent pas au gaz. La fusion nucléaire... Biogaz, on est mal. Et ça veut dire que, par exemple, 80 000 personnes, je sais pas, la région de Nivelles compte à peu près 80 000 personnes. Non, c'est 30 000. 30 000, c'est pas assez. Donc, même si tu arrêtes de te chauffer et ta télé pendant 1 an, ça n'ira pas. Il en faut 3 comme toi. Tu as un laser de cette taille, tu as un oiseau qui passe. C'est pas Flochien. Parce que comment tu vas empêcher les oiseaux, les avions? Tu vois un avion qui passe, oh bah mince. Alors attention, le laser c'est pas pendant 48 jours, donc le laser, l'idée c'est de chauffer le truc suffisamment pour lui donner cette poussée initiale. Une fois qu'il a la poussée, il garde il y a rien qui l'empêche de continuer. C'est pas pour le faire quitter l'espace, il serait déjà envoyé dans l'espace proche de la Terre en orbite terrestre par un moyen traditionnel, une fusée traditionnelle, et puis le laser doit durer 58 minutes pour chauffer le carburant à 40 000 degrés Celsius, et il serait expulsé à ce moment-là par une buse qui génère l'accélération jusqu'à la vitesse voulue, et donc ça dure un peu moins d'1 heure. En fait, c'est juste l'énergie nécessaire à donner la poussée initiale, et puis après, c'est par youpi, tralala. C'est la petite pouchinette de départ, après, il voyage tout seul dans l'espace pendant 45 jours. Faut pas se louper, hein, parce qu'on peut la rater, tu vois, c'est un truc un peu trop long, et on passe juste derrière la planète Mars, sans freiner, sans rien. Bonjour, au revoir, c'est terminé. Voilà, et on termine dans les plantes. J'ai revu un doigt se lever. Même le laser vis-à-vis du vaisseau que tu envoies, si tu te trompes de quelques centimètres, les mecs à l'intérieur, ils sont carbonisés. Je veux pas dire. Je pense que vu la distance, quelques microns suffira. C'est quand même costaud, quoi. J'ai une question pour le jour où ils vont l'organiser. Ils ont déjà prévu la liste des DJ
Quand tu fais ce genre de laser, les mecs ils vont venir à des kilomètres. Hein. J'imagine la boule à facettes géante que tu dois mettre dans l'espace pour avoir un truc un peu sympa. On délire complètement, mais voilà. Ça pas le traceur. Ouais. Donc c'est autre chose que le petit pointeur qui peut éblouir le pilote de l'avion quand il décolle. Pour jouer avec le chat. Ou jouer avec le chat et lui faire des trous dans la rétine. Ouais. Mais voilà. Donc voilà. Bah écoute, c'est une bonne idée, mais on va peut-être pas le faire. Oui, parce que une chance sur deux que ce soit utilisé pour une fin militaire après, parce que rien n'oblige de mettre ça sur un vaisseau. Tu remets un petit miroir et hop, ça y est, t'as fait un trou en plein milieu de l'autre côté de la Terre. Là, c'est plus un podcast technologique, on est dans James Bond, les gars. Voilà. C'est de la fusion. C'est de la fusion. Voilà, on passe à la suite. On va parler de portraits, j'ai envie de dire artificiels, parce que en fait, ce sont des portraits de gens qui n'existent pas. Si je ne dis pas de grosses couillonnades, c'est le sujet de Seb. On parle de nouveau d'intelligence artificielle. Ouais. Oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on fait des people, on fait des visages, et donc c'est un papier scientifique qui est ressorti il y a quelques semaines et qui ressort dans la presse maintenant. Non, il est sorti le 22 février. Mais ils ont fait ça en fin... Non, pas 2021, 2022. Mais 21 février. Pas 22. Enfin bref. Alors PNAS 22. Enfin, soit, ok. Moi, je vous lis 22. Peut-être qu'il y a un décalage horaire avec Bruxelles, mais je suis pas au courant. Mais je lis le 22, je te promets, je te ferai une photo. Mais c'est vrai que je me demande comment les mecs de 01net ont fait un article du 21/2 alors que le papier a été publié le 22. Mais bon, après, il y a des choses que j'ignore. Hein. Ils sont très forts, les mecs de 01net. Il y a un autre mystère, parce que nous, et vous irez cliquer sur le lien, mais la deuxième jeune fille en partant du haut à gauche, c'est la jeune fille qui a inventé l'intelligence artificielle qui reconnaît la gestuelle. C'est là tout. Tu pointes le truc sur le problème, c'est que l'humain maintenant n'est plus capable de faire la différence entre un visage généré par une IA ou un vrai visage. Et donc toi, tu confonds une indienne avec une indienne. Et on est d'accord, elle ressemble très fort, mais c'est pas la même. C'est peu probable. Et en fait, donc l'étude a essayé avec toute une série de visages et de demander à un panel. Est-ce que c'est un visage réel ou est-ce que c'est un visage qui a été généré ? La plupart des visages qui ont été générés étaient reconnus comme plus réels que les visages réels. Donc avant, effectivement, quand tu avais un visage généré, il y avait toujours un petit défaut où on pouvait le retrouver, c'est les yeux, les oreilles, les machins, le truc et il y avait ou le truc trop lissé, ou le fond, et il y avait toujours un petit truc. Et ben maintenant, en fait, le score de confiance du panel vis-à-vis des visages qui ont été générés par artificiellement est en général supérieur aux vraies personnes. D'accord. Donc là, on est mal barré parce que du coup, maintenant, tu ne sais plus discerner le vrai du faux. Le vrai du faux. Donc, alors là, c'est sur une photo statique, mais bon, ça te donne tout l'enjeu des prochaines années. Effectivement, ici, sommes-nous vrais ? Existons-nous ou sommes-nous effectivement une hallucination collective ? Oui, ça reste surprenant. Il y a ce site, apparemment, dans l'article de 01net, il parle de whichfaceisreal.com. C'est un site créé en 2019 qui présente deux visages et c'est toi qui dis, tu sélectionnes le visage que tu crois être réel ou pas, etc. C'est un petit peu, ça ressemble très fort au premier site de Mark Zuckerberg. Mais et donc c'est comme ça qu'on voit qu'on peut déterminer un certain pourcentage de chance ou de malchance de définir une image comme supposément réelle, enfin une personne réelle ou pas. Et en même temps, tu entraînes une intelligence parce que en même temps, tu donnes une information à la machine et donc effectivement. Mais c'est assez surprenant quand même. Hein. Ça veut dire que demain on va pouvoir te créer un personnage de A à Z, ou en tout cas, ou d'en reproduire un de manière très réaliste. C'est ça aussi. Hein, Sébastien, l'autre avait un truc à rajouter ou pas ? Ouais,
Ouais, je viens de faire 5 à l'affilée sur Which Face is Real et j'ai les 5 directement. Et à chaque fois, comme tu disais, c'est un petit défaut dans l'oreille, dans les yeux, dans le fond, mais pas avec cette nouvelle technique et c'est ça qui est assez impressionnant. Je crois que j'avais déjà chroniqué les réseaux génératifs, GAN, pour générer des visages il y a un an et demi. Et à l'époque, je crois que c'était avec Xavier. Et on était arrivé à cette conclusion, il y a toujours un petit défaut. Voilà, le défaut, il est plus là. Et en un an et demi, des chercheurs ont réussi à faire Écoute, j'ai essayé sur 5, j'en ai gagné que 2, hein, donc je suis quand même mal barré. J'ai peut-être eu un peu de bol. C'est pas si évident. Le background, regarde dans celle qui est à l'écran maintenant, le background est un peu tordu à gauche. Effectivement. Oui, il faut se méfier de ce. C'est loin d'être évident. Et donc, comme on est dans une société d'image, c'est un petit rappel bien utile en ces temps assez troublés. Faites attention, l'image n'est pas toujours la réalité. On fait un peu dire ce qu'on veut aujourd'hui sur tout et n'importe quoi. C'est assez facile de manipuler des images ou de manipuler. Donc voilà, il faut garder un esprit critique sur toute l'information. Toute information, quelle qu'elle soit, du texte, de l'image, de la vidéo, il faut effectivement aujourd'hui, comme de tout temps d'ailleurs, hein, mais là encore plus avec ces technologies, avoir du recul et essayer de croiser cette information, de vérifier si vous croyez avoir reconnu quelqu'un, si cette personne existe vraiment. On dirait ma voisine. Ah ben non, c'est pas elle, ça n'existe pas. C'est simple, tu vois, un président de loin de par là n'existe peut-être même pas. Non, c'est ça. Qui l'a vu ? Est-ce que tu l'as déjà vu ? C'est un nain maléfique en fait qui écrit du texte de manière complètement erratique et qui veut faire exploser le monde. Si c'était vrai, il suffirait de le débrancher, mais c'est pas vrai. Donc on peut passer à la suite. La suite qui est même un petit peu la fin de cet épisode de 342, 342, oui c'est ça. Je me demandais encore, 342. T comme telco, pas que telco d'ailleurs, j'ai envie de dire, enfin pas telco nécessairement, chez nous c'est des telcos, mais c'est peut-être pas le cas partout. C'est surtout les service providers, comme on dit, enfin les sociétés qui fournissent les accès internet, qui voudraient quand même que les GAFAM participent un petit peu aux frais de distribution de ces gros fichiers que sont par exemple les vidéos de Netflix, les vidéos d'Amazon, etc., etc. C'est de ça dont il s'agit, Seb. C'est une lettre conjointe qui a été écrite par les présidents de Telefonica en Espagne, Deutsche Telekom en Allemagne, Vodafone en Angleterre et Orange en France, monsieur Stéphane Richard, où globalement ils prennent la posture du petit chat dans le dessin animé. C'est quoi ? C'est dans Shrek qu'il y a le chat poté qui vous supplie avec ses deux grands yeux ouverts en disant pas nous, et disant qu'ils investissent tellement, que ça leur coûte tellement cher et que 70% du trafic qui passe dans leurs tuyaux, ce que eux ils payent pour déployer chez nous, c'est du trafic qui est consommé par du streaming vidéo. Ils visent Netflix mais ils le disent pas, les principales plateformes de médias sociaux et le jeu. Donc ils disent c'est une poignée de services internet qui consomment 70% du trafic et en même temps ça nous coûte de plus en plus cher de fibrer tout le territoire et on a de moins en moins de revenus à cause de la concurrence des consommateurs que nous sommes de Internet à la maison. Et donc, ce serait normal de dire, vous, messieurs, Netflix et les autres, et Facebook et les autres, qui encourageaient à consommer de plus en plus de services, qui lançaient des vidéos 4K, machin et tout, ça serait normal que vous financiez également les réseaux qui permettent d'accéder à vos services, parce que sans ces réseaux, vous n'existeriez pas. Et donc, s'il vous plaît, veuillez passer à la caisse. Et donc, il y a une initiative aussi de l'Union européenne qui irait éventuellement dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce que les telcos sont en train d'essayer d'influencer à Bruxelles, pour qu'il y ait une contribution. Alors, c'est pas uniquement une pensée européenne. La Corée du Sud, pas la Corée du Nord, la Corée du Sud pense faire la même chose en demandant, il parlait de 35 millions, je crois, à Netflix par an
pour que les flux Netflix puissent passer sur les tuyaux coréens. Et apparemment, les États-Unis réfléchissent à une formule de financement d'infrastructures publiques par les sociétés privées aussi. Alors là, de nouveau, il y a un débat politique, il y a un débat beaucoup plus large. Quelle est la partie infrastructure réseau? Est-ce qu'il faut faire payer DHL et FedEx pour la construction des routes? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. D'un côté, honnêtement, la première fois que j'ai lu l'article, je me suis dit, ceux-là, ils sont gonflés, tiens, ils manquent pas d'air. Puis finalement, en lisant en détail, malgré leur posture un peu de victime, là, qui est rigolote dans la lettre qu'ils ont faite, mais si on prend un tout petit peu de recul par rapport à ça, pourquoi pas finalement, mais je me demande si le modèle de ces sociétés GAFAM et autres, puisque Netflix est dedans également, resterait viable. Imaginez 35 millions ou 70 millions, je ne sais plus combien, que Netflix devrait payer juste pour la Corée du Sud. Imagine qu'ils doivent payer des dizaines de millions pour chaque pays où ils veulent diffuser leur contenu. Est-ce que ça resterait un modèle rentable? Au final, c'est nous qui risquons de payer avec des augmentations de prix des abonnements. Moi, je trouve que c'est pas un débat qui est neuf. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, c'était Free, si je ne dis pas de bêtises, qui avait dit, il va bien falloir que quelqu'un paye cette bande passante. Donc, on va faire un Internet à plusieurs vitesses. Il y a une levée de bouclier généralisée sur l'aspect indépendance du net, machin, etc. Où là, on touche pas à ça, mais qui était de dire, si vous voulez avoir un Internet avec YouTube, vous allez payer plus. Si vous voulez un Internet avec, par exemple, aujourd'hui, un opérateur tel que Netflix, vous allez devoir payer un peu plus parce que vous allez être un plus gros consommateur de bande passante. Et si vous payez pas, on va vous restreindre la bande passante ou carrément vous bloquer l'accès à tel ou tel site internet. Évidemment, s'ils font ça, ça voudra dire qu'ils sont capables de fermer l'accès des sites internet, ce qui va peut-être pas les arranger non plus parce que ça les rend quelque part aussi responsables des accès aux sites entre guillemets interdits. Donc voilà. Moi, c'est ça que je vois comme possibilité à terme. Ça ouvre un peu la boîte de Pandore, ce genre de réflexion. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien Barbu. Ça y est déjà, mais il bloque au niveau des DNS dans la plupart des pays. Donc c'est ce qu'ils ont comme obligation et c'est ce qu'ils font. En général, ils se limitent à ça. De mon point de vue, moi je suis 100% contre pour plein de raisons, parce qu'effectivement si tu vas pas faire 2 heures, mais si tu demandes à Netflix de payer, tu le mets dans une situation qui est anticoncurrentielle par rapport à ses concurrents. Pourquoi Netflix devrait payer, pas Vimeo, Disney, Amazon Prime, etc. Ils diffusent tous de la vidéo. YouTube, bien sûr. Donc voilà, c'est un problème. Et en même temps, Netflix, pour pouvoir se connecter, doit aussi payer une connexion. Donc peut-être que le problème, il n'est pas forcément là où ça passe, mais là où ils se connectent, et les opérateurs qui font les connexions, qui devraient probablement peut-être demander un petit peu plus pour redistribuer un peu autrement. Ça, c'est un modèle si on est sur ce côté 100% privatif. D'un autre côté, aujourd'hui, j'estime que sur les pays tels que les pays européens ou occidentaux, on a l'argent, on doit pouvoir trouver l'argent que pour pouvoir installer des fibres de manière publique, pour dire que ça c'est notre réseau public. Effectivement, on le met à disposition de certaines firmes pour l'exploiter, mais c'est un réseau qui devrait appartenir à nous, les petites gens, tu vois. Et donc de la même manière que le réseau téléphone, il passe dans tout en Belgique en tout cas, il passe dans tout notre trottoir, il appartient à l'État belge, et que les réseaux 4G, c'est l'IBPT en Belgique qui décide des fréquences, et donc le réseau 4G, 5G, en fait, les fréquences nous appartiennent, et on les met à disposition de ces sociétés privées. Et donc je vois pourquoi ça ne devrait pas être aussi quelque chose qui est public et entretenu par du public. Moi, je pense que c'est deux possibilités. Que ces opérateurs ils veulent tirer un petit peu plus de pognon de notre côté. Ils veulent faire financer aussi leur développement et par des tiers, et qu'ils se disent tiens, là il y a de l'argent, on va essayer d'en avoir de ce côté-là. Moi, je pense que c'est un calcul tout bête, et effectivement, il y a de plus en plus de demandes de contenu, mais on paye des abonnements. C'est pour ça qu'on paye des abonnements. C'est nous qui le payons quelque part. S'ils sont foutus d'avoir une infrastructure qui tienne la route, ça c'est un autre problème. S'ils ont mal évalué le coût de l'abonnement, c'est aussi ça, je trouve. Si on veut rigoler,
Oui, oui. Il mentionne un rapport. Non, pas les deux. Celui qui a commencé, c'est-à-dire celui-là, celui avec la grosse barbe, en noir. L'autre, Sébastien. Ouais. C'est moi. Oui, alors, toi. Et donc Téléfonica, oui, mais c'est parce que tu montrais celui qui. Donc Téléfonica, voilà. pour info, le petit gars qui se plaint, Téléfonica en 2021 a fait 8137 millions d'euros, donc 8 milliards de bénéfices nets en 2021, ce qui est 5 fois plus que l'année précédente. Donc ma foi, tu peux pleurer, mais... Oui, c'est ça. C'est exactement ce à quoi je pensais. Sébastien, l'autre. Il mentionne un rapport qui dit que le volume d'Internet augmente de 50% annuellement. Ouais, oui. Mais multiplié par 5 le bénéfice... 150 l'année prochaine, etc. Non, ça veut dire qu'en termes de capacity management, tu parlais de capacité justement, et de capacité de leur backbone. On parle pas de la fibre qui arrive chez toi, ou du câble qui arrive chez toi, on parle vraiment des backbones. Ça nécessite quand même des investissements colossaux probablement pour pouvoir planifier la capacité à venir pour les 5 ans ou les 10 ans à venir. Sans doute. Mais après, enfin voilà, oui, t'as raison de le dire, c'est pas faux, mais... Non, je dis pas que je suis contre tout ce que vous avez dit avant, juste apporte un autre argument dans le débat. Oui, non, mais c'est pas difficile. Mais oui, comme d'habitude, hein, alors nous on est spécialistes. On lève des petits cailloux, hein, en dessous il y a des vers, il y a des limaces, et machin, etc. Et puis on vous laisse avec. Regardez-vous avec les bestioles qui sont en dessous des pavés qu'on a tendance à soulever, mais en même temps c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui change aussi peut-être des autres podcasts qui parlent de nouvelles technologies. Qu'en sais-je ? C'est fini pour cette lettre T. On est tous d'accord là-dessus. Ok, d'accord. Et c'était donc la conclusion quelque part, ou alors la conclusion c'est maintenant, de cet épisode 342. Il va y avoir un bonus, je le disais en début d'épisode, qui est peut-être déjà disponible, hein, tout dépend à quel moment vous avez consommé, on va dire, cet épisode 342, donc jetez toujours un petit coup d'œil, pour voir si vous ne l'avez pas déjà reçu dans votre application de podcast. Allez jeter peut-être un petit coup d'œil sur notre chaîne YouTube pour voir notre tronche si ça vous plaît, si ça vous donne envie, ou sinon vous allez tout simplement sur notre site lestechno.be pour laisser un commentaire, etc., etc. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, à partager ce contenu, à dire à vos amis que vous avez trouvé un chouette podcast, et que c'est les technos, et ça nous fera plaisir, et puis voilà, j'ai envie de vous dire. Merci à tous les deux, merci Sébastien. Merci Sébastien. J'ai l'impression de me répéter. C'est compliqué avec les Sébastiens. Ouh là là. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres aussi. C'est important par les temps, je vais y arriver, qui courent.